Bonjour à tous. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir invité. C'est un honneur et une difficulté, pourquoi ne pas le dire, pour moi de m'exprimer devant vous. Félicitations parce que j'ai parcouru, et puis mes collaborateurs m'ont indiqué, la tenue remarquable, la qualité des débats, la qualité de vos intervenants que vous avez su réunir. Il me semble, au moins au niveau du programme, que vous avez traité de tous les sujets du moment. La transition énergétique, bien évidemment, la gestion du changement, un sujet majeur tout juste 2 ans après les accords de Paris où s'est tenue la COP21, l'intelligence artificielle et la transformation numérique, avec Cédric Villani, le rôle des territoires, la problématique de la décentralisation versus la péréquation, les nouveaux acteurs de la chaîne de valeur de l'électricité, enfin la cybersécurité, là encore un sujet majeur. Bravo pour ce programme, bravo pour avoir fait le tour de tous ces sujets importants, et puis surtout bravo pour le titre de votre colloque, qui me touche profondément. Bienvenue dans le monde de demain. C'est en effet à vous, à nous tous ensemble, qu'il appartient d'éclairer le chemin vers ce monde de demain. C'est ce que vous essayez de faire aujourd'hui. Le monde de demain sera décarboné et il sera électrique. Plus électrique qu'aujourd'hui, c'est une évidence et une certitude. Et c'est bien la seule certitude que nous pouvons avoir. Pour le reste, nous savons surtout que le monde de demain sera différent, très différent de celui d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que nous en puissions en savoir guère plus. Regardez le terme. Malgré tout, il y a quand même quelques tendances qui se dessinent. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai souhaité, comme vous le savez, renforcer la réflexion, la capacité de réflexion de la CRE en ce qui concerne le futur, en créant ce que nous avons appelé un comité de prospective. Mais ce que j'ai surtout souhaité, comme vous l'avez fait aujourd'hui, mais là de manière permanente, c'est que cette réflexion soit partagée et soit collective. Partagée et collective. Cette initiative a rencontré plutôt un succès, signe que ça correspondait à une attente. Le comité a démarré ses travaux. Il est là pour éclairer la CRE, mais plus encore éclairer le débat public sur ces questions dont on voit bien que ce sont des questions de société. L'énergie est devenue un enjeu de société. C'est le thème de ce colloque et je vais donc essayer de vous donner mon point de vue personnel, mon sentiment sur ce monde de demain que vous construisez très vite, qui se construit très vite. Comme je l'ai dit, la seule chose certaine me semble être qu'il n'y a plus de certitude. Donc je vais poser beaucoup de questions, donner peu de réponses, mais quand même essayer d'exprimer quelques idées auxquelles je crois et que j'aimerais donc voir partagées. Avant de commencer, je voudrais d'abord dire quelques mots sur le monde d'aujourd'hui, tel que je le sens, monde électrique. Eh bien, le monde électrique d'aujourd'hui, d'abord dire que ce n'est pas si mal chez nous. Je suis un éternel optimiste et j'essaye de faire partager cet optimisme. 1 kWh d'électricité produit en France émet 6 fois moins de CO2 qu'en Allemagne et coûte en gros 2 fois moins cher pour le consommateur domestique. Moi, je suis content de ces résultats. Pour ces résultats que vous, le secteur électrique, vous avez construit collectivement, ensemble, depuis des années, sur la durée, par vos actions. J'ajoute que pour nous, l'horreur absolue, c'est une coupure maximum de 3 heures par an pour l'utilisateur domestique, alors qu'une large partie de l'humanité espère avoir l'électricité 3 heures par jour. Il n'y a pas de mal à se faire du bien quand on prépare l'avenir, d'abord dire que notre système existe. Lorsqu'on parle du futur, l'enjeu principal, je dirais presque l'enjeu unique aujourd'hui, c'est la question du réchauffement climatique. C'est la responsabilité collective de notre génération d'engager au plus vite le monde, d'engager très vite nos pays, d'engager dès maintenant nos sociétés sur une voie permettant peut-être de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés.
Cet enjeu, me semble-t-il, écrase tous les autres, puisqu'il est simplement question de la survie de la planète, de la survie de nos sociétés telles que nous les connaissons aujourd'hui. Même pour les plus sceptiques, il me semble que le risque est tel qu'il est absolument évident qu'il faut agir. Donc il faut agir, mais il faut agir aussi de manière efficace. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous appauvrir par des politiques mal conçues, car la question de la prospérité reste essentielle. De ce point de vue, nous avons quand même quelques bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Première bonne nouvelle, le coût des énergies renouvelables diminue rapidement et cela va continuer. En Arabie Saoudite, au Chili et ailleurs, des projets photovoltaïques sortent à moins de 20 $ par kilowattheure. L'éolien terrestre comme offshore voit aussi les prix diminuer rapidement à 40, 50 ou 60 € le mégawattheure. Et c'est en Europe chez nos voisins. Demain, on peut s'attendre à ce que ces énergies se développent sans qu'il soit nécessaire de les subventionner. On peut aussi penser que le coût de la main-d'œuvre dans un certain nombre de pays devrait monter un petit peu, voire l'espérer. Deuxième bonne nouvelle pour le climat, il est de plus en plus facile et de moins en moins coûteux de stocker l'électricité de manière centralisée ou décentralisée. C'est, je crois, une véritable révolution. Ce qui était impossible ou utopique est en train de prendre forme sous nos yeux, partout dans le monde. En Inde, en Chine, en Afrique, en Asie, on va donc voir des systèmes électriques pouvoir reposer de plus en plus sur des énergies renouvelables et peut-être même, en fonction de ce que je disais au premier point, cela va peut-être se réaliser par le simple jeu de l'innovation technologique et des lois de l'économie au moindre coût pour les citoyens. En France, quand même, il ne faut pas se faire d'illusions, on ne va pas contribuer beaucoup à la baisse des émissions de CO2 avec cette mutation électrique, car on part, et c'est heureux, de très bas. Nous émettons 60 à 70 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et là encore, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Contre 400 en Allemagne, 600 en Pologne, 700 en Chine, 800 grammes en Inde. On n'est pas toujours nul. Chez nous, on va pouvoir, je pense, arrêter le charbon, le fioul résidentiel, diminuer le gaz fossile, je dis bien fossile, mais on part de très bas en émissions, donc on va surtout, au fil des ans, et un rythme à définir, remplacer progressivement, collectivement, du nucléaire par du renouvelable, sans effet sur le climat, mais évidemment avec un effet positif majeur sur notre empreinte écologique demain. Troisième bonne nouvelle pour le climat, la baisse du coût des batteries. L'évolution des technologies va permettre aux véhicules électriques de se développer massivement dans les prochaines années et prochaines décennies. Et là, dans le secteur du transport, nous avons des gains majeurs à faire chez nous en France. Grosso modo, les émissions de CO2 d'un véhicule électrique en France sont divisées par 4 par rapport à un véhicule diesel. Tout n'est pas rose, bien sûr, et le véhicule électrique génère lui-même ses propres problèmes industriels et environnementaux. Mais c'est absolument une bonne nouvelle pour le climat, dont je répète que c'est, à mon avis, le sujet central. Cerise sur le gâteau, les batteries des véhicules pourront demain contribuer à l'équilibrage des réseaux et faciliter donc l'insertion des énergies renouvelables dans les réseaux. Ma responsabilité, celle de la CRE, sur ce sujet-là, c'est de faire en sorte que le système électrique accueille dans les meilleures conditions le véhicule électrique et s'adapte pour bénéficier de toutes ses potentialités. Quatrième point majeur que je veux évoquer, le logement et notamment la question de la rénovation thermique. Là, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles et ça reste compliqué parce que la rentabilité économique n'est pas tout le temps là. La plupart du temps, les économies de consommation de gaz ou d'électricité ne couvrent pas le coût des travaux.
on ne peut quand même pas augmenter indéfiniment le prix de l'énergie simplement pour rendre ces opérations rentables. Dans ce secteur, l'intervention des pouvoirs publics reste indispensable pour longtemps, me semble-t-il, et encore plus quand le problème des passoires thermiques se combine à celui de la précarité énergétique. Dans tous ces domaines, il nous faut agir de façon efficace, collective et véritable. Je salue l'annonce récente par le ministre de l'Énergie du report de l'échéance de 2025 pour passer à 50% de nucléaire dans le mix énergétique. Je ne prends pas parti. Il faut simplement dire qu'avoir le courage de dire une vraie vérité, c'est bien. Parce que si elle le dit, on peut alors se mettre au travail, établir ensemble des trajectoires réalistes et soucieuses des objectifs climatiques. Le ministre, m'a-t-il semblé, a dit la seule vérité possible. Et surtout, c'est passé un petit peu à l'as, il a endossé les prévisions de RTE sur la consommation. Et les scénarios de bilan prévisionnel 2017 de RTE sont passionnants. Lisez-les, c'est passionnant. Pour la première fois, il montre une tendance baissière à long terme de la consommation d'électricité, nonobstant l'électrification de nos modes de vie que j'évoquais tout à l'heure. Il démontre aussi qu'il faut accélérer le rythme sur le déploiement du renouvelable. Si on continue au rythme actuel de 2 gigawatts installés par an, on n'arrivera même pas à 50% de nucléaire en 35. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est RTE et tout le monde a plutôt dit que c'était vrai. Il faut au moins doubler le rythme et passer à 4 ou 5 gigawatts par an. Il semblerait qu'on est en train de préparer des avancées sur le sujet. C'est faisable. Ce doit être faisable à moindre coût pour les finances publiques, en faisant des choses simples qui fonctionnent très bien chez nos voisins. Passer à des appels d'offres pour toutes les filières matures, créer un guichet unique pour l'éolien terrestre, clarifier le régime des responsabilités pour l'éolien offshore et savoir renégocier les contrats en cours lorsque ceux-ci sont obsolètes du fait de l'évolution des technologies. J'ajoute, parce que j'ai un atavisme ultramarin, qu'il nous faut agir résolument dans les zones non interconnectées, les ZNI, à laquelle j'attache la plus haute importance. Malgré tous les efforts déployés, l'électricité là-bas coûte cher à produire, jusqu'à 600 € le mégawattheure dans certains territoires. Elle émet encore trop de polluants et trop de CO2. La période d'aujourd'hui nous offre des opportunités pour sortir de cette situation. Les problèmes sont complexes. Comment et jusqu'où augmenter la proportion d'énergie renouvelable intermittente tout en préservant la sécurité de l'alimentation? Comment améliorer, on l'a vu à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la résilience des systèmes face aux événements climatiques majeurs? Ce sont des questions essentielles qui se posent aujourd'hui. Mais le monde de demain, ce n'est pas seulement un mix électrique plus équilibré et plus renouvelable, c'est aussi un monde plus décentralisé et avec des possibilités numériques infinies. La brique de base, je vais m'engager, la brique essentielle pour aller vers ce monde de demain, je pense que c'est aussi le compteur Linky. Ce projet est critiqué, c'est notre sport national en France. Il y a quelques obscurantistes prêts à propager n'importe quel mensonge pour s'opposer à tout ce qui représente le progrès, je ne m'y arrêterai pas. Il y a aussi ceux qui trouvent qu'il ne fait pas assez de ceci, pas assez de cela, puis il y a ceux qui ont simplement peur. En réalité, il me semble, pour y avoir travaillé il y a quelques années déjà dans d'autres fonctions, que les compteurs communicants sont bien la pierre angulaire, l'outil indispensable à la transition énergétique. Comment peut-on mener la moindre politique de maîtrise de la demande avec 2 relèves par an et que la structure de consommation des 37 millions de clients domestiques et PME n'est même pas mesurable? Lorsque le gestionnaire de réseau n'a aucune visibilité sur le fonctionnement de son réseau basse tension. Comment développer une autoconsommation intelligente, utile au système électrique? Comment imaginer des solutions de stockage décentralisées? Comment piloter les recharges des véhicules électriques ou exploiter demain le potentiel de flexibilité du véhicule to grid, si on ne peut pas compter l'énergie sur des plages horaires fines?
Il faut, je pense, rappeler ces évidences si nous voulons espérer des innovations au service des consommateurs. Moi, je crois, au contraire, que nous devons tous être fiers de l'expertise accumulée en la matière. Cette expertise des compteurs intelligents, des services liés à la gestion des données, sont également des gisements importants pour gagner des parts de marché industrielles à l'exportation, et pas seulement dans les pays développés. La CRE peut aussi être présente par ses activités de coopération pour soutenir ses homologues des pays tiers dans la régulation de ces activités. Nous sommes de plus en plus appelés, sollicités pour faire de la coopération bilatérale. À chaque fois, nous essayons d'amener nos gestionnaires de réseau avec nous. Le déploiement des compteurs évolués souligne l'importance majeure des réseaux d'électricité dans la transition énergétique. C'est un des rôles fondamentaux de la CRE. Le rôle des réseaux va changer. Les tendances sont connues, même si le rythme d'évolution reste incertain. La consommation, je l'ai dit, va stagner ou décroître légèrement. La production sera de plus en plus décentralisée, intermittente. Les refoulements de la distribution vers le transporteur, vers le transport vont augmenter. La demande apparente, vue du réseau de transport, va diminuer sensiblement et fluctuer plus fortement. Les interconnexions vont encore se développer pour exploiter les différences de régime climatique entre les régions européennes et faire bénéficier les consommateurs du foisonnement de la production. Les besoins d'équilibrage du réseau vont augmenter du fait de l'intermittence accrue de la production. Pour y faire face, la flexibilité disponible va augmenter, elle sera décentralisée par agrégation désormais de millions de sources de flexibilité. Le rôle des réseaux va donc changer et la régulation des réseaux doit aussi changer en conséquence. Les objectifs restent les mêmes. Assurer que les réseaux soient gérés de façon efficace, tant pour les coûts que pour la qualité de service et la sécurité des approvisionnements. Pour cela, nous avons deux outils majeurs. La régulation incitative, qui vise à assurer que les intérêts des gestionnaires de réseau sont alignés sur l'intérêt général. On aime bien tout le monde, mais nous, la CRE, c'est que tout le monde s'aligne sur l'intérêt général. Et la tarification des réseaux, qui vise à optimiser les coûts des réseaux à long terme en faisant payer à chacun ce qu'il coûte au réseau. Je pense que ces principes restent valables, mais il nous faut réfléchir collectivement aux évolutions pertinentes. Le tarif du réseau, le fameux TURP, est-il adapté aux évolutions que nous pouvons anticiper? Les gestionnaires de réseau reçoivent-ils les bonnes incitations pour s'engager à fond dans la révolution numérique? Comment inciter les gestionnaires de réseau à faciliter par tout moyen, l'innovation par les fournisseurs et les prestataires de services au bénéfice des consommateurs? Nous avons 2 ans devant nous pour le nouveau TURP électrique pour réfléchir à toutes ces questions. Tout est possible. Sauf peut-être juste faire comme hier, parce qu'on l'a fait hier. Et nous sommes ouverts à toutes les options. Nous voulons construire une régulation des réseaux adaptée à ces enjeux du futur sur lesquels vous avez planché toute la journée et pour lesquels il faut bien qu'on regarde ce que vous pensez. Un de ces enjeux majeurs est la décentralisation, voire l'atomisation du système électrique. C'est une évolution inéluctable, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. S'y opposer est totalement vain. Et cette tendance a des effets positifs, très positifs. L'implication plus forte des acteurs locaux, des collectivités, et aussi l'implication plus forte des consommateurs eux-mêmes, qui ont enfin la possibilité de s'occuper de l'énergie qu'ils consomment, de la choisir, de la produire eux-mêmes s'ils le souhaitent. Tout cela va dans le bon sens. Le débat qui a eu lieu entre l'adjoint d'Éric Piolle et mon collègue Gobert de la médiation de l'énergie prouve qu'il y a débat parce que ce mouvement de décentralisation comporte des risques. Sous couvert de modernité, il ne faudrait pas qu'on arrive à un système où certains privilégiés se regrouperaient, voire s'isoleraient des autres pour payer moins cher leur électricité et ne plus contribuer à la solidarité nationale. Et l'élément principal de cette solidarité, c'est le réseau. Quel plus bel exemple de solidarité que ce réseau électrique qui bat à la même fréquence dans toute l'Europe et qui permet à chacun de bénéficier de l'ensemble des moyens de production, que vous soyez riche ou pauvre,
que votre région soit gâtée par la nature ou pas, que vous soyez à la ville ou à la campagne. Non, l'autoconsommation ne peut pas être un communautarisme énergétique. En France, le tarif de réseau reflète cette solidarité physique. Il est péréqué nationalement. Vous payez le même tarif de réseau que vous soyez sur le territoire national. Alors, vous comprendrez que la CRE, que moi-même, nous prenons notre temps et que nous réfléchissons plutôt à deux fois quand on nous demande de faire un micro-turp spécial rapidement pour les autoconsommateurs. N'est-ce pas une brèche dans la péréquation ? Faut-il vraiment, au nom du soutien aux énergies renouvelables, que tous ceux qui se regroupent dans les territoires ensoleillés payent moins cher leur accès au réseau ? Je n'ai pas la réponse à ces questions, j'ai la question. Et je pense qu'elle mérite un large débat qui doit permettre d'y voir clair sur toutes les conséquences de nos choix qui doivent être collectifs. Je ne ferai que les synthétiser, que les traduire. Une autre question importante sur laquelle maintenant on m'attend chaque fois que je parle est celle de l'avenir des TRV. La CRE n'a pas de rôle décisionnaire en la matière. J'applique les lois telles qu'elles sont au moment où nous parlons. Mais juste souligner quelques idées auxquelles je crois. Première idée, j'étais content d'entendre ce qu'on m'a dit d'intervention de mon ami Pouyanné. Première idée, il me semble d'abord que ce n'est pas un sujet aussi important qu'on le dit. Dépassionnant. 100 000 clients par mois quittent les TRV. L'existence des TRV n'empêche donc pas la concurrence. L'importance et la qualité des nouveaux entrants sur ce marché me semblent être là pour le démontrer. Deuxième idée, quel que soit l'avenir des TRV, il faudra conserver une protection pour les clients les plus vulnérables. Troisième idée, pour un vieux comme moi, il faut aussi nous laisser la paix de temps en temps. Si certains n'ont pas envie de s'occuper de leur facture d'électricité, c'est quand même leur droit. On peut même penser que pour certains, les TRV, c'est bien. Ce n'est pas pour autant que ce sont de mauvais citoyens. Quatrième idée, enfin, il me semble qu'avoir une référence de prix fixée par une autorité indépendante sera toujours utile, même en cas de disparition des TRV. Cela permettra aux clients de s'orienter dans la jungle tarifaire qui s'établira nécessairement en l'absence de référence. Et cette question des TRV, c'est d'abord une question juridique, aujourd'hui, puisque de nombreux contentieux sont en cours. On est une machine à gérer du contentieux, sans parler des contentieux de masse sur la CSPE. Mais c'est aussi une question politique, elle fait partie des sujets que doit assumer le gouvernement et le Parlement, et elle fait partie des sujets entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne pour le paquet énergie propre. Nous, on appliquera. L'Europe était au moins sur le papier de votre agenda un petit peu absente de votre colloque d'aujourd'hui, et c'est peut-être mon seul regret. Nous construisons tous ce nouveau monde de l'électricité qui recherche l'optimisation du système, et il repose nécessairement sur une confiance et une solidarité transnationale. Il est vrai que l'Europe est parfois un sujet ennuyeux en matière d'énergie. La négociation, la validation et la mise en œuvre coordonnée des codes réseau européens, par exemple, sont des sujets tellement compliqués, longs, il faut se battre comme un chien jusqu'à la dernière minute pour préserver nos intérêts, ou plutôt éviter que ça bouge un petit peu si on n'a pas envie que ça bouge. Et c'est très important parce qu'à la fin, ce sont des décisions qui s'appliquent. C'est du concret. Nous sommes donc très présents à Bruxelles, à Ljubljana, à la Serre. Nous y déployons au sein de la CRE près de 20 équivalents temps plein par an. Nous travaillons beaucoup sur les codes réseau, mais aussi sur les interconnexions qui, comme je le disais tout à l'heure, sont un sujet majeur. D'une part, parce qu'elles coûtent très cher, et donc il faut les choisir de manière intelligente pour qu'elles ne pèsent pas trop sur la facture des consommateurs. D'autre part, elles vont jouer un rôle demain de plus en plus important avec le développement des énergies intermittentes qui vont augmenter les besoins d'échange et de secours entre pays. Bien évidemment, nous nous impliquons énormément dans les travaux sur le paquet énergie propre, et je vous invite à faire de même, même si je sais évidemment que l'UFE le fait de son côté de manière forte. En conclusion, je voudrais vous dire que la CRE est engagée avec vous dans l'aventure du monde de demain. L'aventure du monde de demain. La CRE ne craint pas le changement, elle veut l'accompagner, elle veut vous aider à l'anticiper, à préparer les choses de demain,
à favoriser en tout temps l'innovation. En même temps, ce changement, cette innovation ne doivent pas détruire un système électrique français dont j'ai décrit en commençant les très belles qualités. C'est tout cela l'enjeu qui est le nôtre et qui est le vôtre. Merci de votre attention. Merci à vous, merci Monsieur Caranco pour ce tour d'horizon détaillé. On a pu lire entre les lignes, mais aussi dans vos lignes, un certain nombre de choses fort intéressantes. Merci à vous donc sur ce tour d'horizon pour les grands sujets du système électrique français. Nous allons conclure cette manifestation avec Christine, si vous voulez nous rejoindre. Christine Goubet-Millot, voilà, pour un petit mot, prenez un micro. Y en a-t-il un? Voilà, prenez un micro, c'est le numéro 7 pour nos amis de la technique. Voilà, pour ce petit mot de conclusion. Vous l'aurez compris, demain c'est aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir suivis tout au long de cette journée très dense. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de conclure cette journée. Donc, merci également à nos journalistes, donc Arnaud Fleury et Stéphane Courgeon. Merci à tous nos intervenants. Et puis, un grand merci à Anne. Anne, je voudrais que tu me rejoignes ici. Anne qui a porté cette journée, ce colloque. Voilà, et on l'applaudit, le dernier effort. Et on l'applaudit très fort. Avec toute l'équipe. Voilà, et toute l'équipe de l'UFE. Avec toute l'équipe qui est là et que Anne emmène avec elle ce soir sur cette tribune. Merci à tous et à l'année prochaine. Merci beaucoup, merci Stéphane, merci toute l'équipe de l'UFE, merci ma chère Anne, bien évidemment, merci ma chère Christine. C'était toujours aussi intéressant, prenant, exigeant, motivant d'être à vos côtés pour donc ce colloque, ce congrès de l'UFE 2017. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, pensez à laisser les casques de traduction à l'extérieur aux hôtesses. Merci.